Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et de CAPTCHA. Je sais que ce sont des thématiques qui ne sont pas forcément liées directement l'une à l'autre, mais je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les CAPTCHA, un peu leur historique et voir comment il est possible potentiellement de les contourner. Il est important de comprendre que le CAPTCHA, ce n'est pas quelque chose qui est très récent, mais c'est une idéologie qui a été conceptualisée il y a déjà plusieurs années. En fait, la première idéologie, elle a été conceptualisée en 1950 par Alan Turing. Pas directement du CAPTCHA, mais il a développé à l'époque un test dans lequel un ordinateur était mis au défi de présenter des caractéristiques humaines par le biais de communication écrite, donc modulo de l'intelligence artificielle un petit peu à l'époque, où l'idée c'était de faire passer un ordinateur pour un être humain lors d'échanges d'un point de vue informatisé. On était vraiment à l'aube de l'informatique, donc l'informatique a quand même beaucoup évolué, surtout sur les 50 dernières années, et donc c'est aussi pour ça que la vraie conceptualisation du CAPTCHA comme on la connaît actuellement, elle est sortie uniquement dans les années 2000 dans une université. Mais pourquoi les CAPTCHA, ils ont dû apparaître? Parce qu'il y a une vraie raison en fait sous-jacente. C'est qu'à l'époque, sur Internet, il y avait des vagues de spam et de bots. Par exemple, si on prend le site Ticketmaster, où on peut acheter des billets pour des concerts, ils ont reçu des vagues entières de personnes qui achetaient des milliers de billets à un instant T pour un concert pour les revendre ensuite. Et donc, ça posait de gros problèmes de surcharge sur le site, ça posait beaucoup de problèmes. Tout ça parce qu'il y avait des logiciels qui étaient informatisés et le moindre personne qui savait script un petit peu était capable de le faire. Par exemple, on avait également les forums aussi, qui étaient très utilisés à l'époque pour échanger avec les différentes personnes. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où un robot passait sur le forum, il était capable de pourrir l'intégralité d'une conversation. Et donc ça, c'était vraiment embêtant. Sans parler de toutes les authentifications, où lorsque vous saisissiez votre login mot de passe, vous pouviez faire à peu près autant de tentatives que vous le souhaitiez. Et donc là, il y avait certaines personnes qui faisaient du brute force, donc qui essayaient autant de mots de passe qu'elles le souhaitaient. Maintenant, si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. La première CAPTCHA que je vous montre à l'écran, c'est un CAPTCHA, on va dire, plutôt traditionnel. Ce sont les premières versions qui sont apparues. C'est-à-dire qu'on prenait des lettres ou on prenait des mots et on les déformait d'un point de vue informatique pour qu'un être humain soit capable de le lire, mais pas forcément qu'un robot puisse le lire. Et donc, on avait des choses qui ressemblaient un petit peu à ça. Ça encore, c'est même pas la toute première version. Ces toutes premières versions sont quand même assez compliquées à trouver. Et en 2006, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait 200 millions de CAPTCHA qui étaient déchiffrés chaque jour. Donc c'est un nombre qui est quand même assez important. Et ça représentait 500 000 heures de travail consacrées par les personnes qui résolvaient ces CAPTCHA, donc vous et moi, quand vous alliez sur Internet. Ils estiment que c'est à peu près 10 secondes pour arriver à résoudre un CAPTCHA à l'époque. Ils se sont dit que c'était intéressant de mettre à profit en fait tout ce temps de travail pour en faire quelque chose de beaucoup plus conséquent, pour que ça serve en tout cas et que ça ne soit pas uniquement du temps perdu. Donc en 2007, ils ont décidé de numériser en fait des livres qui dataient qui étaient assez vieux pour essayer de trouver un petit peu comment ça fonctionnait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient un premier mot qui déformait, donc ça c'était on va dire le mot de contrôle, et ils ajoutaient un second mot que le logiciel ne connaissait pas, mais qui était issu d'un livre pour pouvoir faire de la reconnaissance. Donc là par exemple, j'allais taper overlooks et après espace inquiry. Si plusieurs personnes tapaient inquiry quand on leur présentait cette image-là, automatiquement le logiciel détectait que c'était bien le mot qui était saisi, et donc il faisait la corrélation entre les deux, ce qui a permis de numériser énormément de livres. En 2009, on a eu le rachat de sociétés qui étaient derrière reCAPTCHA par Google. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une accélération en fait à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'également, à cette époque-là, on a des humains qui ont par exemple de la dyslexie, qui ont des problèmes visuels et autres, qui n'arrivent plus à contourner en fait ces mécanismes-là parce que c'est devenu trop complexe, parce que c'est trop illisible, parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc ils ont intégré une version audio qu'on va pouvoir retrouver, on va dire, à plusieurs moments. Ça a continué d'évoluer comme ça de fil en aiguille et Google a dit c'est bien, on a numérisé en 2011 2,5 millions de livres grâce à nos services, donc on a vraiment fait une belle avancée d'un point de vue numérisation et d'un point de vue indexation, ce qui est très important et très intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à Google Street View, parce que quand vous êtes sur Google Maps, il a besoin de données. Et donc là, par exemple, si on prend l'encart d'une image, ça c'est un chiffre qui est au-dessus d'une porte d'une personne. Et donc, en saisissant ça, pareil, vous avez aidé Google à faire de la reconnaissance sur Google Maps pour avoir un Street View qui soit le plus efficace possible. En 2014, en fait, ils sont aperçus que les intelligences artificielles étaient capables de résoudre 99,8% des textes qui étaient déformés. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont intégré une nouvelle technologie qui s'appelait le no-captcha, re-captcha. C'est un peu la technologie qu'on a encore à l'heure actuelle. Donc, ça s'appelle no-captcha, re-captcha, et je vais vous en parler juste après. Mais du coup, ils ont également essayé des technologies avec des images, et donc aujourd'hui, ils ont un peu couplé les deux. Et donc là, ça permettait d'entraîner pareil des intelligences artificielles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous résolvez de captcha, plus vous améliorez les intelligences artificielles, plus les intelligences artificielles sont capables de résoudre des captcha
Donc c'est une boucle en fait qui est infernale, donc les personnes doivent toujours développer des nouvelles technologies pour arriver à contourner les intelligences artificielles qu'elles sont en train de nourrir. Donc c'est un petit peu idiot, mais ça fonctionne comme ça et ça permet de faire avancer en tout cas les différentes technologies. Et donc celui que vous connaissez le plus, qui est celui-ci actuellement, qui s'appelle le NoCAPTCHA ReCAPTCHA, c'est un endroit où vous cliquez dessus et en fait il va prendre en compte tout un tas de paramètres qui ne sont pas forcément divulgués, donc c'est plutôt un comportement utilisateur, ce sont des clics que vous allez faire, le mouvement de la souris, la vitesse à laquelle vous tapez, votre navigateur, ça prend tout un tas de facteurs en compte pour que vous ne soyez pas capable de contourner cette authentification. Parce que vous allez voir qu'il y a plein de problématiques avec les précédents CAPTCHA qui avaient été développés et potentiellement même avec celui-ci qui est actuellement en cours. En 2015, on parle d'une américaine parce que les États-Unis ils adorent un petit peu les procès, et on a une américaine qui a porté plainte directement contre Google pour être rémunérée pour son travail réalisé. Parce qu'elle estimait qu'à chaque fois qu'elle remplissait un CAPTCHA, elle prenait du temps et du coup elle travaillait pour Google, donc elle méritait d'être rémunérée. C'est les États-Unis, ça fonctionne comme ça, hein. Les procès là-bas, ils sont un petit peu dans cette philosophie-là. Et globalement, ça n'a pas donné de suite parce que Google leur a prouvé qu'il leur fournissait gratuitement Gmail, Google Maps et tous les autres services, et que c'était extrêmement complexe de prouver le temps qu'elle avait passé à valider le CAPTCHA pour créer son compte sur Gmail. Donc globalement, ça n'a pas donné forcément de suite sur ces éléments-là. On a eu également en fait des versions un petit peu comme celle-ci où on avait directement des textes complets. Et en fait, la grande différence, c'est qu'en humain, on peut lire comme je descendais des fleuves impassibles. L'avantage, c'est que lorsqu'on a un logiciel qui s'appelle un OCR, donc c'est un logiciel de reconnaissance optique de caractères, lui, il n'arrive pas du tout à lire parce que c'est beaucoup trop déformé pour lui. Donc, ils ont beaucoup joué sur ça à une époque, jusqu'à que les intelligences artificielles soient assez développées pour arriver à passer au travers. Mais je voulais quand même vous présenter un logiciel qui s'appelle Tesseract. Donc, Tesseract OCR, vous le trouvez sur github.com. Ici, vous avez une version qui est directement pré-buildée parce que c'est du C++. Donc, vous pouvez la retrouver ici. Il est disponible directement sur tout ce qui est Ubuntu et Debian Package. Donc là, vous avez Debian, Raspbian, Ubuntu. Vous l'installez de manière tout à fait standard, apt install, Tesseract OCR. Il y a une lib également à installer pour la partie dev. Et après, pour le faire fonctionner, c'est relativement simple. Hop, je vais vous retrouver le cas d'usage. Alors, ici, voilà, vous l'avez dans Running Tesseract, Tesseract Image Name, Output Base, et après vous choisissez la langue. Donc après, on peut avoir différents éléments. Donc là, par exemple, on peut lui dire de prendre le myscan.png, donc ça c'est l'image du CAPTCHA. On lui dit que c'est en anglais et potentiellement en allemand, la langue, et là c'est la sortie, donc ça va nous donner directement le texte de sortie qui a pu être détecté. Ça a quelques erreurs, mais ça reste quand même relativement correct et ça en contourne beaucoup. Donc aujourd'hui, tous les CAPTCHA qui fonctionne uniquement avec du texte, globalement, on peut arriver à passer à travers avec ça. Ça fonctionne quand même assez bien. Donc ici, vous le retrouvez. Je vous mettrai le lien dans la description directement sur la partie GitHub. Maintenant, si on veut regarder d'un point de vue cyber, parce qu'il y a d'autres problématiques aussi qui se posent à ces CAPTCHA-là, même si on prend les no-CAPTCHA qui sont les dernières versions, les no-CAPTCHA, re-CAPTCHA, on peut par exemple avoir des fermes de clics, c'est-à-dire que vous avez certains pays d'Asie où les salaires sont extrêmement bas, il y a des personnes qui sont payées à remplir des captchas à longueur de journée pour faire du spam. C'est une possibilité, et ça c'est extrêmement difficile parce que du coup ce sont des vraies personnes avec différents terminaux. C'est aussi pour ça que des fois quand vous connectez depuis certaines IP dans certaines parties des pays du monde, on va vous donner beaucoup plus de captcha que si vous connectez par exemple depuis la France ou autre où il y a beaucoup moins ce type de réalisation. Donc voilà. Après, vous avez par exemple s'il y a une XSS. Donc c'est le fait de pouvoir faire exécuter du code malveillant à une personne, vous donnez un lien, elle va cliquer sur le lien, ça va lui faire exécuter certaines actions. Vu comme session est souvent déjà connectée et qu'elle a déjà passé les captchas, les actions malveillantes vont pouvoir être réalisées en son nom. Donc ça c'est quand même une problématique, mais c'est pas forcément la faute du captcha, mais il devient inopérant dans ces sens-là. On a bien sûr les OCR que je vous ai présentés, et après on a tout ce qui est moteur d'intelligence artificielle qui travaille activement sur le sujet pour arriver à trouver des contournements, mais ça veut dire qu'il faut aussi faire évoluer les différentes technologies. Google, en tout cas, prévoit de ne même plus afficher les captchas, d'intégrer une technologie qui, en fonction de toutes les informations de la session utilisateur et autres, on n'a même plus besoin de cliquer dessus. Parce que des fois, quand on clique dessus, on a besoin de choisir certaines images, on a besoin de travailler encore sur certains éléments pour arriver à prouver notre identité. Et là, l'idée, c'est que ce soit totalement transparent pour l'utilisateur, mais j'attends de voir encore cette technologie parce qu'elle n'est pas encore développée à l'heure actuelle. Enfin, il existe d'autres méthodes pour arriver à contourner les captchas. Avant de vous en parler, vous avez un guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, il vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité. Donc je vous invite tout de suite à le télécharger.
Donc ici, c'est un site qui est en anglais. Je vous expliquerai rapidement, il y a plusieurs propositions, ça m'évite de les retenir et de vous les expliquer. Mais globalement, ici, la personne explique que lorsque vous allez envoyer un CAPTCHA, il va y avoir une requête qui va être émise. Vous pouvez l'intercepter par exemple avec un burp suite. Et là, vous pouvez par exemple changer en fait la méthode qui est utilisée dans l'HTTP. Vous savez qu'il y a le GET par exemple pour passer les informations ici dans l'URL. On a le POST qui permet de soumettre des données, on va dire un peu sous-jacentes. Après, on a du head, on a du option, on a plein d'autres méthodes HTTP qu'on peut utiliser. On peut changer effectivement les différents formats, c'est du JSON, on peut les mettre sur d'autres formats. On peut essayer d'envoyer le champ en fait CAPTCHA complètement vide, voir ce que ça donne. On peut regarder s'il n'y a pas une valeur qui est codée en dur dans le CAPTCHA dans la page source. On peut regarder la valeur des cookies. On peut regarder si on ne peut pas utiliser une ancienne version d'un CAPTCHA. Par exemple, si on l'a déjà résolu une première fois, si on peut essayer de réutiliser cette valeur qui avait été envoyée. Donc avec différentes ID sessions ou avec la même session. On peut regarder si ça consiste en une opération mathématique, parce qu'il y a certains CAPTCHA où c'est une multiplication par exemple. Donc là, l'idée c'est d'automatiser le calcul directement. Et si ça fonctionne avec une image, passer par un OCR. Et sinon, on peut essayer de détecter ça avec différents éléments. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses sur les CAPTCHA parce que c'est quelque chose qui est très utilisé tous les jours et pourtant que peu de personnes connaissent vraiment comment ça fonctionne. J'espère que vous avez compris un petit peu l'historique et que ça vous a permis de savoir dans quel cas ça peut être utile. Moi personnellement, j'utilise des CAPTCHA sur l'ensemble de mes sites pour l'ensemble des formulaires pour m'assurer que les personnes ne puissent pas spammer tout et n'importe quoi. Et je vous invite à faire exactement de même parce que si jamais vous avez par exemple un WordPress, vous allez avoir plein de commentaires néfastes si vous n'avez pas la possibilité pas mis de CAPTCHA en place. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!